Bonjour, bienvenue dans la matinale du monde du chiffre. Au programme de cette émission, comment développer le marketing de son cabinet d'expertise comptable, le commissaire aux comptes, acteur de la cybersécurité et enfin les priorités de l'ordre des experts comptables de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on commence tout de suite cette émission en compagnie de Frédéric Tillard, expert comptable, dirigeant du label Copilote et également membre de la commission marketing de l'ordre. Frédéric Tillard, bonjour. Bonjour Arnaud. Pourquoi est-il nécessaire de développer des actions marketing? Eh bien tout simplement parce qu'un cabinet d'expertise comptable, c'est une entreprise, et qu'une entreprise qui se développe, ça repose sur 5 piliers. Donc le commercial, le RH, la production, la gestion et également la stratégie. Et le marketing, ça va faire le lien entre la stratégie et le développement commercial. Alors bien sûr, pour un cabinet, pour y parvenir, il va falloir tout d'abord écouter ses clients. Alors la première chose que je voudrais dire à propos de ça, c'est de vous renvoyer à une conférence du dernier congrès que j'ai eu le plaisir de co-animer avec Pascal Viau, qui parlait justement de l'écoute client. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième, ça va être de cibler ses prospects. Et puis enfin, bien sûr, packager ses services. Nous sommes là au cœur du marketing, et après le marketing, il y aura bien sûr, dans l'ordre, la communication, puis la vente. Alors, un cabinet sans action marketing a du mal à se développer. Et si on ne fait pas d'action marketing, pas de développement. Pas de développement, ça veut dire pas de perspective d'attractivité pour les nouveaux profils. Et on sait dans les cabinets à quel point c'est important d'attirer ces nouveaux profils. Donc, vous avez compris, le marketing pour le cabinet, c'est essentiel. Quelles sont les bonnes pratiques en la matière? Alors, pour donner des exemples, vous le disiez tout à l'heure, je suis membre du comité marketing du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables qui a fait un partenariat avec les trophées marketing communication de la profession comptable. Et je voudrais citer donc cette initiative de Didier Plane qui remet chaque année des prix aux cabinets qui disposent d'une certaine exemplarité. Je vais citer les deux exemples pour illustrer le plus concrètement possible les choses. Et on a deux exemples à travers les deux derniers prix qui ont été lauréats du prix de l'ordre, avec un cabinet qui s'appelle 50 Bees. Et ce cabinet, il a revu totalement... Alors, il faut savoir qu'historiquement, ce cabinet s'appelait Cofagest. Vous en conviendrez avec moi, c'est un petit peu moins sexy. Tout à fait. Donc, il a revu totalement sa politique de communication, d'abord interne puis externe, basée sur un changement de nom et vraiment une exemplarité en matière de traitement de ce changement de nom. Et puis, un petit clin d'œil, l'adoption aussi d'une mascotte, puisque 50 Bees, c'est les abeilles. Et j'aime beaucoup cette mascotte, puisque pour mon cabinet, qui s'appelle Copilote, nous avons adopté la coccinelle depuis déjà plus de 10 ans, et qu'aujourd'hui, elle fait le plaisir de nos clients et de nos collaborateurs. Donc un premier exemple avec ce cabinet, et puis un autre exemple avec le cabinet A2C, qui a été également prix lauréat de l'ordre sur la dimension communication interne. Et sur cette dimension-là, ce qui est important, c'est de bien retenir que la communication, ça passe avant tout par l'interne, avant d'aller vers l'externe. Ça, c'est quelque chose, une notion également très importante, c'est qu'on a parfois tendance à griller les étapes, et c'est pas forcément une bonne chose. Alors A2C, c'est un cabinet qui a atteint des objectifs quand même, avec plus de turnover, quasiment, et donc ça fait un petit peu rêver aujourd'hui. Donc je vous invite, j'invite tous vos auditeurs de consulter le site des trophées pour découvrir ces actions qui ont vraiment une certaine exemplarité. Donc des initiatives qui peuvent inspirer des cabinets d'expertise comptable, mais quels sont les pièges à éviter? Alors les pièges, bien sûr, ça serait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vouloir griller les étapes. Parce que dans le marketing, il y a des étapes importantes, et avant le marketing, il y a la vision stratégique, je vous le disais tout à l'heure. Donc mener des actions de marketing ou de communication sans avoir une vision stratégique, ça serait une erreur. Donc les dirigeants de l'entreprise vont d'abord construire leur projet de cabinet à 5 ans, et ensuite seulement imaginez l'écoute des clients, je l'ai dit. Alors ça peut être via, par exemple, des enquêtes de satisfaction client, et puis l'écoute des collaborateurs. On pratique souvent, j'accompagne des cabinets dans la réalisation d'enquêtes anonymes vis-à-vis de leur équipe, pour aussi sonder les équipes, ce qui est quelque chose de très important. Et puis ensuite, après, évidemment, on va définir ses cibles et construire son offre de service. Voilà un petit peu les étapes qui permettront à un cabinet de mieux profiter du marketing, parce qu'ensuite viendra la communication et la vente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, le piège, ça serait de ne pas échanger sur ces sujets avec d'autres confrères, je pense. Alors pour terminer, est-ce que la crise est l'occasion d'avoir des actions de marketing?
Alors bien sûr, c'est l'occasion de se distinguer. On a par exemple eu quelques exemples. J'ai aidé des cabinets à créer une plateforme qui s'appelle Solidaire du commerce. Et c'est un exemple, par exemple, de mettre à disposition le réseau du cabinet à des entreprises clientes pour les aider à gagner en visibilité, par exemple les commerces qui étaient fermés, qui avaient du mal à communiquer avec leur clientèle. Frédéric, merci pour votre éclairage. Merci pour votre invitation, Arnaud. Vous êtes toujours dans la matinale du Monde du Chiffre et je suis en compagnie de Nathalie Malissé, présidente de la commission prospective et innovation de la CNCC, pour parler du commissaire aux comptes, acteur de la cybersécurité. Nathalie, bonjour. Bonjour. Pourquoi la cybersécurité est un enjeu majeur pour les commissaires aux comptes? Alors c'est même majeur pour l'économie, n'ayons pas peur des mots, il en va de la souveraineté nationale pour la France. Des études ont démontré qu'il suffirait d'attaquer quelques grandes entreprises, quelques milliers de petites entreprises et la France serait bloquée. Et tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, l'économie, elle rassemble des millions de toutes petites entreprises qui travaillent avec des PME, qui travaillent avec des ETI, qui elles-mêmes travaillent avec des plus grands comptes. Bref, on a un tissu économique qui est interconnecté et ces interconnexions se font comment? Par le digital de plus en plus. Et alors pourquoi c'est un enjeu majeur? Bien parce que les pirates ont bien compris que s'attaquer à une très grosse entreprise, c'est difficile parce qu'ils ont pris conscience du risque cyber. Ils ont donc mis en place un arsenal de défense, de protection, de détection. Donc c'est compliqué. Bien, un hacker, c'est comme un cambrioleur. Qu'est-ce qu'il va faire? S'il voit qu'une porte est blindée, il va essayer de passer par la fenêtre. Et bien, dans le cas des attaques sur les entreprises, les pirates vont plutôt privilégier la piste du maillon faible. Donc, ils vont rechercher parmi les plus petites entreprises un point d'entrée. Ils vont identifier ces petites entreprises, pénétrer dans leur système d'information et à partir de là, remonter la chaîne et pouvoir s'attaquer aux plus grosses. On a eu le cas, c'était il y a un peu plus d'1 an, quand Airbus a été attaqué. C'est pas Airbus qui a été attaqué directement, mais c'est un de ses sous-traitants. Et le pirate a utilisé le canal privilégié de la communication pour se faire passer pour le sous-traitant et rentrer dans le système d'Airbus. Et on a beaucoup de cas, malheureusement, tout à fait similaires, où il y a une usurpation d'identité par le pirate qui envoie un mail piégé, qui pénètre dans une plateforme qui est partagée entre le donneur d'ordre et le sous-traitant. Et c'est comme ça qu'on voit arriver des attaques qui arrivent à bloquer des entreprises pendant plusieurs semaines. Et là, on a des coûts économiques qui sont majeurs. Et la crise favorise-t-elle justement ces actions de piratage ? Oui, parce que cette crise que vous évoquez, qui a maintenant 10-11 mois, elle a conduit à un confinement qu'on a tous connu, donc un travail à la maison. Parce que je ne parle pas de télétravail, je parle vraiment d'un travail à la maison. Ça a été quelque chose de subi, de pas organisé, de pas bien préparé, avec d'énormes vulnérabilités. Tout le monde s'est connecté un peu comme on a pu sur les systèmes d'information à distance. On a essayé de continuer de travailler ensemble, sauf qu'on a perdu nos repères. Donc là où avant on avait une ligne directe avec un collègue, avec un banquier, tout ça on n'avait plus, donc on a un peu tâtonné, le mail est revenu de manière massive et malheureusement les pirates s'en sont saisis et on a bien vu d'ailleurs pendant le Covid 400% d'augmentation d'attaques par ransomware, ça a été quelque chose de colossal et bien sûr les pirates ont surfé sur le thème du Covid avec des fausses applications, avec des fausses plateformes, avec des arnaques à la vente de masques, à la vente de gel, bref il n'y a pas eu de trêve organisée par les pirates bien au-delà, puisqu'on a même vu énormément d'hôpitaux attaqués, ça, alors qu'on savait qu'ils étaient submergés au niveau de la réception des personnes qui étaient malades. Et les commissaires aux comptes dans tout ça, comment appréhendent-ils ce sujet ? Alors ça fait déjà quelques années qu'on le traite parce que le risque cyber, c'est le premier péril pour une entreprise, bien avant la défaillance d'un client ou la rupture d'un approvisionnement. Alors, notre démarche d'audit, nous, elle repose sur un axe fondamental qui est l'analyse des risques. Alors forcément, on ne peut pas passer à côté de ce risque cyber. Donc on prend connaissance du système d'information, on voit comment c'est organisé, comment c'est géré, et on essaie de détecter s'il y a des vulnérabilités. Et en fait, on ne l'aborde pas sous l'aspect technique. Nous ne sommes pas des spécialistes du cryptage, de la sauvegarde, du dernier pare-feu à la mode ou du bon antivirus qu'il faut avoir. On essaie de sensibiliser le chef d'entreprise à la dimension stratégique. Parce que si le risque cyber pouvait être réduit uniquement par une réponse technique, par une réponse technologique,
ça serait fait. Sauf qu'on le voit bien aujourd'hui, réduire le risque cyber, c'est avant tout de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation, des bonnes pratiques. Et ça peut venir que de la gouvernance. Et faut arrêter de penser que ça va être uniquement un sujet de spécialistes, d'informaticiens. Alors, vous parlez de la nécessité de sensibiliser les entreprises sur ce sujet. Comment s'y prendre ? Alors quand on intervient, nous, on essaie de sensibiliser le chef d'entreprise par ce qui fait mal, et malheureusement, c'est le portefeuille. Donc on a développé à la Compagnie nationale, il y a 2 ans, un outil qui s'appelle Cyberaudit, qui permet, en instaurant un dialogue avec la gouvernance de l'entreprise, de construire des scénarios d'attaque et d'évaluer ensemble le coût de ces attaques, les conséquences économiques sur l'entreprise. Et là, le chef d'entreprise, il prend conscience qu'une cyberattaque, ce n'est pas forcément qu'une indisponibilité de son système pendant quelques heures ou quelques jours, ou uniquement une demande de rançon, ça va au-delà. Et si je devais donner un seul exemple, c'est déjà la perte de confiance. Perte de confiance des salariés, perte de confiance des clients, perte de confiance des actionnaires, se dire mais finalement, je vous ai confié des choses qui ont beaucoup de valeur, ça s'appelle des données, vous détenez beaucoup d'informations sur moi et vous n'êtes pas capable de les protéger. Et donc là, on sensibilise le chef d'entreprise en disant, vous savez, cette perte-là de notoriété, cette image de marque qui va être écornée, ça va finir par vous coûter cher. Alors bien sûr, après, si on vient dans les préjudices économiques d'indisponibilité, bien oui, quand vous ne pouvez pas produire pendant 10 jours, 15 jours, 1 mois, bien forcément, il y a des incidences économiques fortes. On l'a vu pour Lise Charmel, qui avait été victime d'un ransomware et qui s'est retrouvée en redressement judiciaire. Donc là, on a quand même des choses très fortes, très actées. Et je reconnais que les chefs d'entreprise sont quand même un peu plus sensibles à ce genre de choses et on travaille ensemble pour mettre en place un système qui va aller vers la résilience. Parce que c'est ça, on n'empêchera jamais l'attaque. Le tout, c'est d'être en capacité de la détecter suffisamment tôt. Et agir rapidement. D'agir rapidement pour éviter qu'elle soit trop profonde dans les systèmes d'information et très vite se remettre en situation de pouvoir travailler. Alors peut-être un peu en mode dégradé, mais de pouvoir reprendre vite l'activité économique. Et ça, c'est indispensable. Et bien entendu, on va aussi sensibiliser les chefs d'entreprise à assurer ce risque résiduel. Et il y a encore un peu moins d'1 an, c'était des assurances qui étaient tout à fait abordables, pas connues du tout des chefs d'entreprise, mais tout à fait abordables. Et comme les risques augmentent, eh bien, on voit bien que les assureurs aujourd'hui sont en train d'augmenter leurs tarifs ou de réduire la couverture. C'est de bonne guerre, bien évidemment, mais ça reste encore une solution qu'il faut avoir en tête pour les chefs d'entreprise. On va conclure là-dessus. Merci Nathalie Malisset d'être passée sur notre plateau. À bientôt. À bientôt. Alors on poursuit la matinale du monde du chiffre avec Mickaël Hugonnet, président de l'Ordre des experts comptables de la région Nouvelle-Aquitaine. Mickaël, bonjour. Bonjour. Quels sont les axes de votre mandature? 3 grands axes sur cette mandature, pour le début de mandature. Tout d'abord, la proximité. La région Nouvelle-Aquitaine, effectivement, c'est le regroupement de 3 régions, Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. Donc il faut être capable d'assurer sur 12 départements, 1700 confrères, cette proximité, de continuer à exercer notre action au plus proche du terrain. Deuxième axe, le service aux confrères. Ça fait partie vraiment de l'action des CRO, de pouvoir apporter des services aux professionnels, de manière à ce qu'ils puissent apporter aussi les meilleurs services de qualité à leurs clients. Donc notamment avec un bel IRF au niveau de la Nouvelle-Aquitaine qui assure beaucoup d'actions, notamment sur le management, sur l'organisation, sur les RH, sur le numérique, donc de nouvelles actions. Et puis troisième axe, la communication, vraiment asseoir notre profession dans notre écosystème économique et puis promouvoir la marque expert comptable par ce biais-là. Alors la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements, 1700 experts comptables. Comment fait-on pour assurer la proximité territoriale? Alors la proximité, c'est 36 élus, donc c'est quand même beaucoup d'élus sur une grande région. Une vingtaine de salariés au niveau de l'Ordre des experts comptables de Nouvelle-Aquitaine et de l'Institut de formation. Donc ça permet effectivement d'avoir une belle équipe homogène. Il faut savoir qu'au niveau des élus, on a vraiment réussi à construire cette équipe avec des élus de générations différentes. Il y en a un qui a été diplômé l'an dernier, donc tout jeune, frais et moulu. Et puis des consoeurs et des confrères qui exercent de différentes façons, de différents modes d'exercice, qui viennent des 12 départements. Également une mixité, on est quasiment à un équilibre homme-femme. Donc voilà. Et puis dernier point, certains sont
assez expérimentés, ont déjà fait 1 ou 2 mandatures en tant qu'élus dans les conseils régionaux, et d'autres arrivent avec une expérience institutionnelle, mais par contre beaucoup de motivation, de nouvelles idées. Donc c'est toute cette alchimie qui permet d'avoir une équipe vraiment motivée, vraiment dynamique, et puis qui va faire de belles choses. Alors que fait cette équipe? Quelles sont les actualités de l'ordre? On a fait la loi de finances. On avait habituellement une tournée loi de finances en région Aquitaine. Cette année, vu le contexte sanitaire, pas de tournée physique, pas de présentiel. Par contre, on a installé un plateau télé dans les locaux du conseil régional à Bordeaux. Et sur toute la journée, matin loi de finances, après-midi 3 ateliers techniques, 1200 connexions. Alors on sait que derrière une connexion, il y a aussi plusieurs personnes dans les cabinets, plusieurs collaborateurs. Donc on sait que, voilà, que ça a vraiment fonctionné. Un bel intérêt. Ouais, voilà, il y avait vraiment un contenu technique digne de ce nom, avec notamment Jean-Pierre Cossin et Nicolas Sussan le matin. Et l'après-midi, des ateliers d'actualité, la PLD par exemple, l'arrêté des comptes dans le contexte de crise sanitaire, mais aussi un atelier sur les auditions par la PJ, par la police judiciaire. Donc quelque chose un petit peu nouveau, un petit peu différent, qui inquiète, mais qui attire aussi les confrères. Donc très très belle journée. Donc ça, c'est vraiment dans la droite ligne de ce que l'on veut faire, à savoir leur apporter, malgré le contexte sanitaire notamment, toujours des prestations de qualité tout au long de notre mandature. Alors quelques dates aussi pour notre année. Le 18 juin, nous avons notre assemblée générale du CRO qui doit se tenir à Saint-Émilion, lieu emblématique s'il en est de notre région, et forcément ça se tiendra dans un château, en espérant que d'ici là on puisse réunir... Ça donne envie en tout cas. Ça ne peut que donner envie si vous voulez venir. Avec plaisir. Ça ne peut que donner envie, c'est un lieu magnifique. Ensuite, fin août, dernier week-end d'août, le traditionnel challenge voile des experts comptables, ce sera la 30e édition que l'on n'a pas pu faire l'an passé. 30e édition, et également l'université d'été du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Et puis enfin, du 6 au 8 octobre, à Bordeaux, le congrès national de l'ordre des experts comptables sur la thématique l'expert comptable au cœur de la relance. Donc là, c'est effectivement le Conseil supérieur qui pilote le congrès, mais avec une implication de l'équipe du CRO. Donc on espère vraiment que cette année 2021 sera placée sous le signe des retrouvailles physiques en présentiel. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Enfin, pour conclure cette émission, comment les entreprises de la région vivent-elles la crise ? Alors je dirais en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs. Alors la Nouvelle-Aquitaine, c'est quasiment 600 km, donc c'est un grand territoire. Maintenant, c'est comme partout en France. Alors moi, j'ai l'habitude de dire, les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ne font preuve ni de pessimisme, ni de défaitisme excessif, mais pas non plus d'un optimisme béat, parce qu'on est dans l'inquiétude, dans l'incertitude plutôt que l'inquiétude. On n'a pas de visibilité sur la sortie de crise, donc tout chef d'entreprise aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un d'optimiste, c'est quelqu'un qui se bat, c'est quelqu'un qui innove, c'est quelqu'un qui crée. Voilà, on se lève tous les matins pour ça. Aujourd'hui, effectivement, c'est juste pourquoi, pour qui, comment. Voilà. Tant qu'on n'a pas cette sortie de crise sanitaire un petit peu plus visible, c'est compliqué pour les chefs d'entreprise. Maintenant, voilà, on vient de passer une année, autant en mars l'an passé, c'était plutôt la stupeur et l'angoisse qui prévalaient chez les chefs d'entreprise. On est passé à une forme de fatalisme en novembre avec la deuxième vague. Et là, peut-être cette troisième vague, c'est plutôt la lassitude qui ressort, parce que finalement, ça fait un an que... Alors je dis on se bat, parce que je suis au chef ralenti. Voilà, on est tous au ralenti, on ne sait pas trop où on va. Mais voilà, le chef d'entreprise par nature est résilient. Alors, nous, au niveau de l'ordre des experts comptables, en région Nouvelle-Aquitaine, on a... Dans la lignée des 50 propositions du Conseil supérieur pour la relance économique, en Nouvelle-Aquitaine, depuis un an, il existe un think tank, le think tank de la profession, le think tank Sophos. Et ce think tank qui vit maintenant depuis un an fait des propositions. Alors on travaille entre experts comptables et universitaires, fait des propositions. On a sorti plusieurs études qui sont en accès libre sur le site internet de l'Institut Sophos. Et il y a notamment des propositions qui ont été émises l'an passé sur la relance économique, sur des propositions de sortie de crise que l'on essaye de porter effectivement auprès notamment des parlementaires de la région Nouvelle-Aquitaine. Et notre ambition est de pouvoir, pourquoi pas, porter le think tank Sophos auprès du Conseil supérieur pour donner un peu plus d'envergure à cette action. Et vraiment, voilà, on est dans cette lignée de la profession au cœur de la relance et capable d'apporter des solutions de sortie de crise et aux entreprises et aux politiques pour proposer des textes. Merci Mickaël. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro de la matinale du Monde du Chiffre.